Tout commence il y a environ 45 ans. C'est une journée ensoleillée. Il est 9 heures et je viens d'entamer mon service. Le shérif Fletcher nous dit qu'un agriculteur, Gilbert Shave, a appelé. 2 jours plus tôt, il avait beaucoup plu. Et il avait trouvé quelque chose qui flottait dans un fossé de drainage à l'est de la ville. D'habitude, ce fossé de drainage est presque vide. Mais à ce moment-là, il doit y avoir plus de 2 mètres d'eau dedans. Et il est obstrué par de vieilles tiges de maïs. Personne ne s'inquiète de ce qu'on va y trouver. Personne n'est porté disparu dans le comté. Je suis le premier à arriver sur les lieux. Je traverse la zone herbeuse. Et d'un coup, je vois le corps. Ça m'a coupé le souffle. Je constate que c'est bien un corps. La victime flotte sur le dos, au milieu des tiges de maïs. Son corps est en état de décomposition. Il est gonflé. Je n'ai pas tout de suite su si c'était un homme ou une femme, même si la victime était nue. Après avoir sorti le corps de l'eau, on remarque que c'est une femme. Elle a un cordon gris autour du cou. Ce cordon indique qu'elle a été étranglée. Elle a l'air plutôt jeune. Elle doit avoir entre 20 et 30 ans. Elle n'a plus qu'une petite touffe de cheveux à l'arrière de la tête. On remarque qu'elle n'a plus d'ongles sur aucune des 2 mains. Et si elle n'a plus d'ongles, c'est parce qu'ils ont été arrachés. C'est de la torture. On se demande ce que cette femme a bien pu endurer. J'imagine qu'elle a dû être terrorisée. Le corps est récupéré. Je longe le fossé de drainage pour voir si je ne trouve pas un vêtement ou quelque chose d'intéressant. La pluie avait tout emporté. Même s'il y avait eu une trace de pneu sur le sol, la pluie l'aurait effacée. Puis, quelques jours plus tard, j'inspecte la rivière en bateau, avec un agent de protection de l'environnement. La police d'État nous a rejoints et survole la zone en hélicoptère. Mais on ne trouve rien qui pourrait nous être utile. Quand un meurtre se produit dans une si petite ville, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. On en parle dans tous les journaux et à la radio. Les meurtres sont rares dans une ville comme celle-ci. Et la nature ne semble pas être la seule à avoir effacé les preuves. On aurait dit que quelqu'un avait tenté de nettoyer la scène de crime. Le coupable a l'air de savoir ce qu'il fait. Et il est en liberté, quelque part. On surnomme la victime l'inconnu. On ne sait pas qui elle est. On fait des radios de ses dents en espérant trouver une correspondance dans nos fichiers. Notre seul espoir de réussir à l'identifier, ce sont ses empreintes digitales. Mais elles sont inexploitables. Quand on a le nom d'une victime, on peut remonter jusqu'à 24 ou 48 heures en arrière pour savoir où elle était, avec qui elle était et ce qu'elle faisait. C'est indispensable. Blue Earth tient son nom d'une expression Dakota qui signifie « la rivière où la terre bleue s'accumule ». Si on creuse à environ 5 mètres de profondeur, on trouve de la terre bleue, une sorte d'argile bleue.
C'est pour ça que la ville a été nommée Blue Earth. Dans les stations-service, ils donnaient de petites bouteilles remplies de terre bleue en souvenir, souvent en porte-clés. C'était une terre sacrée pour le peuple Dakota. Avec cette terre bleue, ils se peignaient le corps pour chasser les mauvais esprits. Dans une petite ville comme Blue Earth, ce genre de crime est inédit. C'est une ville accueillante. Tout le monde se connaît. C'est un endroit où il fait bon vivre. Je suis né à Blue Earth. J'y ai passé toute ma vie. Et je n'irai nulle part ailleurs. Les nouvelles vont vite dans les petites villes. On m'en a parlé. Ce sont des amis à moi qui ont sorti l'inconnu du fossé de drainage. En 1980, quand le corps est découvert, Blue Earth compte seulement 4500 habitants, et c'est une ville très sûre. Personne ne verrouille sa porte. Le film Vendredi 13 est sorti quelques semaines plus tôt, et tout le monde en parle. Certaines dates ont une symbolique. Le vendredi 13 est censé porter malheur. Je me souviens avoir vu ce film. C'est sympa, un bon film d'horreur. Mais là, quelqu'un commet des actes horribles dans la vraie vie. On vérifie si une femme âgée entre 20 et 30 ans a disparu dans le secteur de Blue Earth. Mais on ne trouve aucune affaire de ce genre. Aucune disparition n'a été signalée. Personne ne manque à l'appel. Donc on est sûr que ce n'est pas quelqu'un du coin. On commence à se renseigner sur toutes les femmes âgées de 25 à 30 ans qui ont disparu aux États-Unis. On a aussi le dossier dentaire de l'inconnu. On a plusieurs centaines de pistes, mais elles ne donnent rien. Je me souviens avoir regardé les infos ce soir-là avec ma famille. Ça m'a fait peur. J'étais inquiet. On est à 5 ou 10 minutes à pied de la I-90. On ne sait pas où est le meurtrier. Tout le monde commence à avoir peur. Personne ne sait si le tueur est encore là. Peut-être qu'il erre en ville à la recherche de sa prochaine victime. Peu de temps après la découverte du corps, la dépouille nous est renvoyée et l'inconnu est enterré. On espère toujours découvrir son identité pour pouvoir apporter des réponses à sa famille. Elle est enterrée au cimetière de Blue Earth en tant que femme inconnue retrouvée le 30 mai 1980. C'est tout ce qu'il y a sur sa tombe. Roger et moi y sommes allés. On était seuls. Il n'y avait personne, pas de parents, pas d'amis. C'était une situation terrible. Personne ne savait quoi que ce soit sur elle. On n'avait aucune information. Et on espérait qu'un jour elle soit identifiée. Ça nous a beaucoup marqué. On n'a jamais oublié. Il n'y avait aucune justice pour cette pauvre femme. Et son histoire nous a tous rendus tristes. On a eu du mal à l'accepter. Environ 2 semaines plus tard, 2 adolescents âgés de 13 et 14 ans longent la rivière en passant sous le pont de la I-90 près de Blue Earth. On sait ce que c'est à cet âge-là. Ils veulent se faire peur en passant sous un pont lugubre et en se mettant en danger. Mais ils ne s'attendent pas à ça.
On est tous très investis dans cette affaire. On ne lâche rien. On n'a pas de nom, pas de tueur. C'est un vrai mystère. Cette affaire est presque impossible à résoudre. Puis on apprend qu'en juillet 1980, des enfants ont trouvé des vêtements sous un pont aux alentours de Blue Earth. Sous un morceau de polystyrène, ils trouvent un pull rayé doré et blanc, taché de sang. Et juste à côté, une carte d'identité. C'est une carte délivrée au Texas. Celle d'une femme brune aux yeux marrons. Les enfants ne comprennent pas trop, mais ils savent que ça n'a rien à faire là. Les enquêteurs reçoivent l'appel du père de l'un des adolescents. C'est important. On a une identité. On a maintenant un nom, une adresse et une date de naissance sur lesquelles s'appuyer. Donc on va pouvoir procéder à des vérifications. Peut-être a-t-elle un lien avec notre affaire. Peut-être qu'on va savoir qui est l'inconnu. Malheureusement, le sang présent sur le pull est du sang animal. Et la carte d'identité est fausse. Ces éléments sont inutiles. C'est extrêmement décevant. Les enquêteurs développent une nouvelle théorie sur la possible identité de cette femme. On se dit que cette femme a peut-être fait de l'autostop sur l'autoroute et que quelqu'un l'a enlevée. Seulement quelques semaines après la découverte du corps, un agent de la police d'État vient au bureau du shérif pour utiliser la photocopieuse. Il demande « Vous en êtes où sur l'affaire de l'inconnu ?» Et je hausse les épaules en disant « On n'arrive pas à l'identifier. On n'a pas vraiment de scène de crime. La seule preuve que l'on a, c'est le corps lui-même. » Je dis « On est un peu coincé. » Il rit et il me répond « Je vais vous faciliter la tâche. C'est moi le coupable. » Je lui réplique « C'est pas drôle, Bob. » Et il me dit « C'est bon, je te taquine. » Ensuite, il part dans l'autre pièce en rigolant pour se servir de la photocopieuse. Beaucoup de policiers ont un humour un peu morbide. Mais je pense qu'il était aussi très curieux. On a la pression parce qu'on n'arrive pas à identifier la victime. Ça suscite beaucoup d'inquiétude au sein des forces de l'ordre. À l'époque, mes enfants sont au lycée. Donc, ça vous touche en tant que parent de voir que la fille de quelqu'un a disparu en marchant le long de la route. Les habitants de Blue Earth ont peur. Il y a beaucoup de petites routes de campagne. Dans une petite ville comme celle-ci, quand on n'a pas de suspect ni de coupable, les parents angoissent. Ils ont peur pour leurs enfants. Ils ne savent pas quoi faire pour protéger leur famille. Tout le monde attend que quelque chose se passe. Mais le mal était déjà fait. On commence à chercher à l'extérieur du comté, dans les alentours, pour voir si un crime similaire a été commis
et pourrait d'une manière ou d'une autre être relié à notre affaire. Demande de renfort. Et on trouve quelque chose. Joan Banches a été vue pour la dernière fois le 3 octobre 1975 vers minuit et demi à la sortie d'un bar. Elle est censée retourner chez elle, où elle vit avec ses parents. Mais elle n'est jamais rentrée. Les enquêteurs fouillent la zone. Ils trouvent sa voiture à 3 km de Tremont. Les clés sont encore sur le contact. Son sac à main est dans la voiture. Les traces de pneus laissent penser qu'on l'a forcée à s'arrêter en urgence. Ils ne l'ont pas retrouvé. Des tas de gens sont partis à sa recherche dans le comté de Martin. Puis, à un moment donné, tout le monde part manger. Et c'est là qu'un agriculteur retrouve son corps, à l'endroit exact où plusieurs personnes venaient de fouiller. C'est étrange. Les deux victimes ont à peu près le même âge et elles ont toutes les deux été jetées dans un fossé. Les affaires semblent être liées. On a notre affaire et le comté de Martin a la sienne. Alors, on se demande si c'est l'œuvre d'un tueur en série ou si ce sont de simples coïncidences. Mais c'est bien pire que ce qu'ils ont imaginé. Le mode opératoire est le même. 4 ans plus tard, on n'a toujours aucune idée de l'identité du meurtrier. Puis début 1983, on entend parler d'un tueur en série qui dit avoir assassiné des centaines de personnes. C'était des autostoppeuses qui l'étranglaient. Ce fameux tueur en série, Henry Lee Lucas, avoue avoir tué une autostoppeuse sur la I-90, la route sur laquelle l'inconnu a été pris en stop. On pense tenir notre homme. Tout semble correspondre. Il est routier et il prend des gens en stop dans tous les États-Unis. Donc on est optimiste. Un de mes enquêteurs est allé au Texas pour interroger Henry Lee Lucas. Montaigu est une toute petite ville du Texas dans un tout petit comté. Et la prison se trouve au milieu de nulle part, en pleine campagne. Le shérif local l'avait arrêté parce qu'il avait tué une femme de 87 ans. Il l'avait violée, lui avait coupé la tête et l'avait jetée dans un fossé. Les shérifs sont allés voir Henry. Il vivait dans un poulailler. Il avait un poêle à bois. Et le jour de l'arrestation, ils ont retrouvé des os de femme à l'intérieur du poêle. Henry Lee Lucas est surnommé le tueur qui avouait tout, parce qu'il a avoué le meurtre de 600 personnes. Il disait à ses victimes « Montez, vous allez où ?» Mais elles n'arrivaient jamais à destination. À ce moment-là, il est incarcéré et personne ne l'a encore interrogé. Mon enquêteur est le premier à le faire. Il mesurait moins d'1,60 m. Il n'avait qu'un œil. Il était un peu inquiétant.
Les Texas Rangers ne voulaient plus entrer. Ils en avaient marre de l'écouter parler de tous ces meurtres. Alors je suis entré tout seul. J'ai tué par strangulation, en poignardant. J'ai tué en percutant en voiture. Par arme à feu, par pendaison. J'ai volé. J'ai commis tous les types de crimes possibles. Il voulait voir les photos que j'avais de notre inconnu. Il les a regardées attentivement. Et il a dit, c'était pas cette fille-là. Je l'ai pas poignardée autant de fois. Il a dit avoir tué une femme dans le Minnesota. Mais il est certain de ne pas avoir tué l'inconnu. Ce n'est pas lui. Il avait avoué plein d'autres meurtres, donc il n'aurait rien perdu en avouant celui-là. Mais il nie avoir tué l'inconnu. En réalité, il se documente sur tout type d'affaires et il mémorise toutes les informations rendues publiques à leur sujet. Mais quand la police l'interroge sur des détails non rendus publics, son récit ne tient plus la route. Il n'a été condamné que pour le meurtre de 3 personnes, sa mère, sa femme et une dame âgée dont il s'occupait. C'est comme être acteur. Tu joues juste un rôle. Tu peux faire croire que tu es le pire tueur en série de l'histoire des États-Unis. Et c'est ce que j'ai fait. Lucas veut que le monde croie qu'il est plus dangereux qu'il ne l'est réellement. On est déçus. On n'a pas de meurtrier. L'enquête continue. Dans une petite ville comme Blue Earth, tout le monde s'inquiète. Tant que le tueur est encore en liberté, rien ne va plus jamais être comme avant. Il a fallu beaucoup de temps pour résoudre l'affaire et trouver le coupable. En février 1988, ça fait 8 ans qu'on a découvert l'inconnu. Les enquêteurs reçoivent un appel du bureau du shérif du comté de Smith. En février 1988, je reçois l'appel de J.J. Smith du comté de Smith, au Texas. Il me dit, j'ai arrêté un type qui avoue avoir agressé sexuellement ses enfants. Et il dit avoir possiblement tué quelqu'un dans votre district. Je pense que vous devriez venir l'interroger. On reconnaît son nom. Cet homme vient de notre région et a peut-être un lien avec notre affaire. On a tous travaillé avec ce type. Il avait accès au bureau principal où se trouvait la photocopieuse dont il se servait pour photocopier certains de ses rapports. C'est lui qui m'avait demandé où on en était dans l'affaire et qui avait rigolé en disant « c'est moi le coupable ». Cet enfoiré m'avait avoué qu'il était coupable. Vous comprenez? Il s'appelle Robert Nelson. Il a fait partie de la police d'État du Minnesota de 1970 à 1985. Il est affecté dans ce district qui comprend la ville de Blue Earth où l'inconnu a été retrouvé. Il a mauvais caractère. Il est impulsif. D'après ce que je sais, Nelson n'est pas un policier très apprécié dans cette ville. Il a fini par quitter son poste et déménager au Texas. Le pasteur Bernier, qui fait partie de l'église que fréquente Robert Nelson au Texas, est venu voir le shérif pour lui parler. Nelson agressait ses enfants. Il a aussi dit avoir tué quelqu'un dans le Minnesota. Quand j'entre dans la pièce, on se salue comme si on se connaissait depuis 20 ans. Ce qui est le cas. C'est invraisemblable. On le connaît, c'est un ancien collègue. On est stupéfait. C'est l'un des nôtres. On ne s'y attendait pas. Il est un peu nerveux. On remarque aussi qu'il est très maniaque. Il est très soigné. Il porte sa tenue de détenu et il n'arrête pas d'enlever les petites peluches qu'il y a dessus. C'est un tic nerveux. On l'interroge d'abord sur Bond Jess. Elle et sa famille sont connus dans le comté de Martin et ils réclament justice.
Il y a tellement de similitudes entre les deux affaires qu'on considère Robert Nelson comme un suspect très sérieux. On sait que Nelson a toujours un vieux fusil dans sa voiture et que l'inconnu a été tué avec un vieux fusil à cause des bourres en papier retrouvées dans son corps. En discutant avec les adjoints au shérif, j'apprends que cette jeune fille n'était pas du genre à s'arrêter pour n'importe qui sur la route. Les gens pensent que c'est un policier qui l'a arrêtée. Mais Nelson dit qu'il n'a rien à voir avec ça et qu'il ne veut pas parler du meurtre. On l'interroge plusieurs fois, puis on finit par le ramener dans le Minnesota pour le réinterroger sur le meurtre de l'inconnu. On commence par parler à Robert Nelson de l'inconnu retrouvé assassiné en 1980. Le 17 juillet 1989, on était au bureau du shérif. Je suis Jerry Cabe, adjoint au shérif, et je suis en présence de Robert Nelson pour l'interroger sur le meurtre de l'inconnu. Il sait qu'il a mal agi et qu'il a conscience d'avoir fait ça, mais ce n'est pas le vrai lui. Il dit avoir deux personnalités, celle du gentil et celle du méchant. C'est un va-et-vient constant, comme s'il avait une double personnalité. Ça s'est passé il y a 9 ans maintenant. C'est très dur. Tout ce que je veux, c'est que la vérité éclate, même si elle est terrible. Autant que tout le monde sache. Il avoue tout. Il reconnaît avoir tué la femme qu'on a surnommée l'inconnu. Racontez-moi ce qu'il s'est passé fin mai 1980. Il devait être environ 21h30. Il faisait nuit noire. J'étais garé près de l'échangeur autoroutier, d'où j'observais la circulation. Personne n'aurait pu me voir. Puis j'ai vu cette fille. Elle marchait le long de la route. Mes phares étaient éteints. J'avais allumé la radio pour recevoir les communications. Puis j'ai conduit jusqu'à elle. Nelson s'approche de la jeune femme et lui demande où elle va. Elle lui répond qu'elle ne va nulle part. Il lui propose de la raccompagner. On est allé vers l'ouest en direction de Blue Earth. Et j'ai cherché un endroit tranquille, un peu à l'écart. C'est là qu'elle a commencé à me faire comprendre qu'elle refuserait toute avance sexuelle. Alors, je l'ai menottée, les mains dans le dos. Elle était très contrariée. Elle s'est mise à crier et à dire qu'elle ferait en sorte que je sois viré de mon boulot, arrêté et envoyé en prison. J'ai réalisé que j'allais avoir des ennuis. Elle n'arrêtait pas de hurler et je savais qu'elle avait raison. Pour la faire taire, j'ai pris une pince dans le coffre de ma voiture. Et je lui ai arraché 2 ou 3 ongles pour lui montrer que je ne plaisantais pas. J'étais tellement frustré et en colère que j'ai complètement vrillé. J'ai attrapé le cordon en bas de sa veste. Elle était toujours menottée? Oui. Je me suis mis derrière elle. Un bout de cordon dans chaque main. Et je l'ai étranglée. Je me détestais, je la détestais, je détestais tout à ce moment-là. Je pense qu'on va s'arrêter là, Robert. Merci à vous. Le fait qu'il lui ait arraché les ongles, ce n'est pas une information qui a été rendue publique. Personne ne le savait à part Roger et Jerry. Pendant tout ce temps, on avait un tueur parmi nous qui interagissait avec nous. Il était là, sous nos yeux, mais on ne le savait pas. Après avoir avoué, Robert Nelson plaide coupable. Et il est reconnu coupable d'agression sexuelle et d'assassinat.
Robert Nelson est condamné à 86 mois de prison. Il doit purger sa peine au Texas, en même temps que sa peine de prison à perpétuité. On s'est toujours dit que si on retrouvait le coupable, il saurait qui est cette femme. Mais ce n'est pas le cas. On n'a toujours aucun moyen de connaître son identité, comme depuis le départ. C'est toujours l'inconnu. Elle n'a toujours pas de nom. On reçoit plusieurs milliers de pistes. Certaines semblent prometteuses et d'autres ont directement été écartées. Après toutes ces années, on n'a toujours rien. On a une victime sans nom et une piste qui n'a rien donné. Quand j'entends parler pour la première fois de l'affaire de l'inconnu, je suis dans un bar. Je suis avec mon mari et un ami à nous qui est policier à Blue Earth. Je lui demande s'il travaille sur des affaires non résolues, juste pour plaisanter. Puis, à un moment donné, il me dit « Tu veux que je t'en raconte une ? Il y a une femme enterrée au cimetière qui n'a jamais été identifiée. » Je réponds « Quoi ?» Et il dit « Oui, elle est enterrée sous une stèle sur laquelle il est écrit « Femme inconnue retrouvée le 30 mai 1980 ». Alors, je suis tout de suite allée voir. Je vois sa stèle. Il faut que je fasse quelque chose. Cette femme mérite plus qu'une stèle sans nom. C'était un être humain et je refuse qu'elle soit traitée de la sorte. Alors je commence à poser des questions et à tenter de récolter des informations. Je demande et j'exige même à plusieurs reprises qu'on me donne accès au dossier de cet inconnu. Tout le monde m'ignore. Certains organismes officiels refusent de traiter avec une simple citoyenne. Puis finalement, un agent qui travaille encore dans l'un de ces organismes me dit « Oui, on a les dossiers ». On se donne donc rendez-vous et je me rends au tribunal. Le tribunal est fermé. Il m'emmène au sous-sol et il me dit « J'ai quelques affaires à régler. Vous avez jusqu'à mon retour. » Sous les escaliers, il y a une caisse. Je commence à feuilleter les documents et à prendre en photo chaque page le plus vite possible. Quand il revient 15-20 minutes plus tard, j'ai photographié 99% du dossier. Voir tous ces documents, ça me met hors de moi, parce que je commence à entrevoir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Le bureau du shérif a travaillé dur sur cette affaire. Ils ont fait de leur mieux. Il n'y a pas d'ADN et il n'y a pas de base de données. Mais ils ont tout tenté pour lui redonner un nom. Sauf que les ressources de l'époque n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Pendant plusieurs années, j'ai suivi des enquêtes sur des personnes disparues. J'ai donc créé un site internet pour elles, sur lequel j'ai listé toutes les correspondances possibles. Je me suis renseignée sur toutes les femmes disparues qui pourraient correspondre au profil de notre inconnu et j'ai creusé. Les dossiers dentaires restent très subjectifs et il y a tellement de personnes disparues que cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est un travail monumental. J'ai des centaines de correspondances possibles en seulement quelques semaines. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Puis je réalise que le seul véritable moyen de savoir qui elle était, c'est de passer par l'analyse ADN. Donc je dois convaincre le bureau du shérif d'exhumer le corps. Depuis tout petit, je connais cette affaire, depuis mes 6 ans. Cette affaire est toujours restée dans un coin de ma tête. Dès que je passe près de la I-90, je me demande qui est cette jeune femme. Comment s'est-elle retrouvée là?
Puis, en mai 2006, quand je deviens enquêteur, le shérif vient me voir et me dit « J'aimerais te confier l'affaire de l'inconnu ». Je suis très content, je le dis à mes parents, qui sont heureux pour moi. J'ai vraiment espoir de trouver le nom de cet inconnu. Deb et les anciens enquêteurs parlent d'exhumer le corps de l'inconnu pour obtenir de l'ADN et de nouvelles pistes. Le shérif Gormley et moi-même avons pris la décision d'exhumer le corps. L'exhumation est prévue pour le 12 août 2014. C'est une très belle journée ensoleillée. Ils ont fermé le cimetière, mais j'ai été invitée à venir par le bureau du shérif. C'est assez surréaliste. Tout est très silencieux. Il y a beaucoup d'agents du bureau des arrestations criminelles et du bureau du shérif. Mon ami Gary Sonken est venu avec son matériel. Il a déterré le cercueil. Elle était enterrée depuis 34 ans. Et je voulais juste savoir ce qui lui était arrivé et qui elle était. Je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est une situation inédite pour moi. Il retire le couvercle. Il y a plein de terre et de débris. On voit la forme de son corps à travers le sac mortuaire. J'ai vu des centaines de corps au cours de ma carrière, mais je n'avais jamais vu un corps dans un tel état de décomposition. Il y a beaucoup de terre, de la poussière. Puis je vois son crâne. Il la soulève de terre et il la place dans la camionnette pour l'emmener faire des analyses ADN et l'autopsie. Je ne savais pas comment j'allais le vivre. Je ne sais même pas pourquoi je suis émue. J'ai presque eu le sentiment que c'était une amie. D'une certaine manière, elle m'avait donné un but. Après toutes ces années, je me dis qu'on a enfin atteint la dernière étape. Va-t-on enfin découvrir l'identité de l'inconnu? Quand je reçois cet appel, le shérif Gormley passe juste devant mon bureau. Je l'interpelle. L'agent au bout du fil me dit « On a une correspondance pour l'inconnu. » On est aux anges. Quelques mois après l'exhumation du corps, j'écoute mes messages et j'entends une voix de femme qui me dit « Ici, Marla Boucher, je cherche à joindre Debra Anderson. » Je rappelle le numéro. Je dis « Je suis Deb Anderson, je peux vous aider ?» La voix au bout du fil me répond « Êtes-vous la femme qui s'est souciée de ma sœur pendant toutes ces années ?» Elle me dit qu'ils ont reçu les résultats ADN et qu'ils sont certains que c'est sa sœur. Michelle. Voici Michelle Boucher. Elle venait de Bay City, au Texas. C'était complètement fou d'enfin savoir qui elle était. Je crois que je suis restée en état de choc pendant un jour ou deux. Nous vous annonçons qu'une victime de meurtre a été identifiée, Michelle Boucher. Elle avait 18 ans quand elle a disparu au Texas. Sa famille n'a jamais cessé de la chercher. Son père n'a pas voulu changer de numéro de téléphone ni d'adresse au cas où elle reviendrait. Michelle était une très jolie jeune fille qui avait encore toute la vie devant elle. Elle était l'enfant du milieu dans une famille de 5. Elle avait quitté sa famille pour voyager avec ses amis. Elle appelait sa famille toutes les 2 semaines pour prendre des nouvelles, puis les appels ont cessé. Et sa famille a signalé sa disparition le 9 mai 1980. C'est le jour de la sortie du film Vendredi 13. Ces films d'horreur peuvent paraître amusants,
Les gens adorent aller au cinéma les voir. Mais là, c'est la vraie vie. C'était un être humain, la fille de quelqu'un. Sa famille a sûrement gardé un petit espoir, mais au moins, maintenant ils savent. C'est ce qu'on attendait tous. Et il a fallu 35 ans avant de réussir à l'identifier. Michel Boucher ne venait pas d'ici. Mais je pense que cette communauté la considère un peu comme l'une des leurs. Elle fait partie de l'histoire de Blue Earth et du comté. Son nom est la clé qui a permis de lever le voile sur ce qui lui est arrivé et sur l'homme qui lui a tout pris. Ce qui est assez unique dans cette affaire, c'est que le film Vendredi 13 venait de sortir, le 9 mai 1980. La famille de Michel a signalé sa disparition à cette date. Et c'est un vendredi 13 que la vérité a éclaté. Michel a retrouvé son identité. C'est hallucinant. Nelson n'était pas qu'un pédophile, c'était un prédateur en série. Et comme il avait un insigne, il avait l'ascendant sur les personnes qu'il arrêtait, en particulier les femmes. Il ne protégeait pas les gens, il les chassait. C'est absolument affreux. En consultant les documents judiciaires, on constate qu'il avait commis bien d'autres délits. Voyeurisme, exhibitionnisme, harcèlement, il ne s'arrêtait jamais. C'était un vrai monstre. Quand j'avais du sang sur moi, vous ne l'auriez pas remarqué sur mon pantalon bordeaux. Souvent j'en avais et vous n'avez rien vu.